Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ted. Et il ne peut pas l'oublier vu le nombre incalculable de messages vidéo holographiques que lui laissent ses potes, car ce soir, c'est le grand soir. Ses deux amis d'enfance, qu'il a rencontrés dans un établissement pour orphelins, lui ont préparé un moment inoubliable dans l'un des cyber nightclubs les plus réputés du Paig. Paig est la ville de tous les vices, mais aussi la plus chaude. Un mot à prendre au premier degré, tant la chaleur y est accablante le jour, laissant la ville presque déserte. La nuit, les milliers de néons, aux couleurs scintillantes et épileptiques, s'illuminent et éclairent les nombreux touristes en quête de souvenirs impérissables. Paig, où le sexe et autres sensations euphorisantes sont monnaie courante, a été construite autour de l'un des 7 péchés capitaux. Durant le XXIe siècle, cette ville était la capitale du cinéma, et tout particulièrement celle de la pornographie. Les plus grandes stars du milieu sillonnaient cette cité de la luxure et de la débauche. La rumeur circule que c'est un richissime et grand ponte de la mafia japonaise qui racheta tous les studios de cinéma et construisit ainsi des commerces aussi bien légaux qu'illégaux. Il en profita pour nommer la ville Paig, dont les initiales P-A-Y-G sont les mots de Poruno pour porno, Atsui qui se traduit par la chaleur, Yokubo la luxure et Geimu pour le jeu. Avec ses rues et ses allées tentaculaires inondées de personnes venues des 4 coins du monde et ses commerces qui s'entassent les uns à côté des autres, la ville ressemble à une grande métropole et dégage une atmosphère bien spécifique. Paig est un gigantesque marché de la chair à ciel ouvert, et ici, il n'y a aucun tabou. L'alcool et la drogue circulent librement, ce qui justifie la présence de nombreuses forces de l'ordre qui ont pour seul but surveiller la population. Pour contrôler la situation, les patrouilles sont équipées d'armes de dernier cri et sont équipées de chiens hybrides, des animaux faits de chair et de métal à la détection ultra développée. Les musiques de tous horizons se mélangent, la foule est en transe et les innombrables enseignes exposent leurs créatures de rêve au corps hyper sexualisé. La fête bat son plein dans ce carnaval dédié à la luxure. C'est dans cette ambiance infernale et survoltée que Ted et ses amis essaient de se frayer un chemin parmi le peuple euphorique. Un chemin les menant à un lieu particulier pour les 30 ans du jeune homme, le crossover. Chaque enseigne du Paig a son propre mythe, ou du moins son lot d'histoires invraisemblables, comme le Nécro, une boutique qui vendrait des objets sataniques et autres croyances surnaturelles au marché noir, ou encore le Siwang Yaoxi, qu'on peut traduire par le jeu de la mort, une enseigne chinoise où se déroulent des combats clandestins, où de nombreux pratiquants d'arts martiaux s'affrontent lors de combats d'une extrême violence. Sur le net, de nombreux ragots et de vérités infondées circulent autour du crossover. On raconte que ce cyber nightclub, très en vogue, est un club échangiste où les orgies lubriques et sans limite sont côtoyées par la mondanité. On parle même de rapports intimes entre genres mélangés, un terme qui suscite de nombreuses questions et soulève des théories aussi farfelues les unes que les autres. Mais l'heure n'est plus au doute. Ted, Chris et Stanley ne peuvent plus reculer et se trouvent dorénavant devant le fameux lieu de rendez-vous. Devant eux se tiennent, au-dessus de l'enseigne, des filles jumelles aux cheveux blonds et courts, affublées d'un corps gaulé au laser. Elles sont vêtues d'un haut de football américain et de porte-jartelles jaune fluo qui flashent devant la populace. Toutes les deux tiennent à la main une mitraillette automatique tout en maintenant des poses lascives. Sur la porte, au contour illuminé de néon rose,
se trouve une petite trappe glissante qui laisse entrevoir un regard aguicheur. Après l'annonce de la réservation, la porte de tous les désirs s'ouvre, et à peine mis les pieds dans cette boîte aux rumeurs loufoques, les trois garçons sont déjà au paradis. À l'intérieur, un festival de chair dédié à la luxure de toutes origines et toutes morphologies confondues. Maquillage extravagant, tenues sexy et décalées en tout genre, déguisements farfelus, toutes arborent des looks aussi différents que déments et qui attirent forcément le regard. C'est simple, on se croirait dans un autre monde où cohabitent toutes les espèces de la galaxie. C'est dans cet univers imaginaire et plein de fantaisie qu'évolue la bande de potes, aussi excités que des gamins dans un parc d'attractions. Sauf qu'ici, les manèges sont purement réservés aux adultes. La lumière tamisée et rose couvre la grande pièce principale bondée de créatures exubérantes. Au milieu de cette pièce se trouve un bar en forme d'halo où se trouvent Ted et ses deux compatriotes ainsi que le public en attente de leur rendez-vous particulier. Ils sont servis par Sonia, une femme vêtue de latex qui compresse les obus qu'elle a à la place de la poitrine. La barwoman, à la peau blanche et aux cheveux rouges attachés en couette, porte des lunettes noires qui cachent son regard, lui donnant des airs de dominatrice. La bande hallucine et n'en revient toujours pas d'être entrée dans ce nightclub hyper sélectif. Au vu de cette ambiance pas comme les autres, ils ne peuvent étrangement rester de marbre. Non seulement les hôtesses ne passent pas inaperçues, mais le sentiment que dégage le club est plutôt troublant, comme un sentiment d'étrangeté et d'inconnu. Un sentiment qui va être vite dissipé à la vue d'une des hôtesses venant chercher les trois fêtards. Ces derniers sont hallucinés de voir cette femme ressemblant trait pour trait à Marilyn Monroe jusqu'au moindre détail. On jurerait de voir la vraie actrice américaine comme si la star était immortelle. Cette dernière les guide vers le seul escalier situé à l'arrière du bar. Tous les quatre descendent et à chaque pas franchi, Ted devient aussi excité qu'anxieux. Une fois atteint le bas des escaliers, il se retrouve devant un très long couloir étroit. Tout en suivant le sosie parfait de l'une des icônes des années 50, Ted et sa bande observent avec attention les nombreuses portes parsemées le long des murs qui les entourent. Des portes numérotées qui renferment certainement les fantasmes les plus obscènes, voire au-delà des pensées. Ted n'en saura rien. De plus, avec son calme religieux, malgré le nombre de gens qui traversent le couloir et la faible luminosité rouge qui tapisse les murs, l'atmosphère est mystérieuse. L'hôtesse ralentit le pas et s'apprête à ouvrir la porte 38. Ça y est, le moment tant attendu est venu. Le cœur de Ted palpite à chaque bruit qu'émet la clé en tournant la serrure. Le clic retentit, la porte s'ouvre et laisse entrevoir une pièce ronde et curieusement vide à la lumière tamisée et bleutée. Au milieu de cette pièce, à l'atmosphère froide, se trouve une chaise destinée à Ted. Celui-ci s'assoit tranquillement et essaie de se décontracter petit à petit. Ses amis sont conviés à s'installer derrière lui, sur de grands sièges qui entourent le tiers des murs de la salle. L'hôte ferme délicatement la porte derrière elle. Le show va commencer. Devant l'heureux élu, le rideau, situé au bout de la salle, s'ouvrit des deux côtés comme une grande porte accédant à un autre monde. À travers elle, se trouve une femme au physique exotique, déguisée en geisha. Le teint blafard, les lèvres délicatement soulignées en rouge, le visage maquillé avec grâce, cette beauté est sidérante pour Ted, qui a toujours été attiré par les Asiatiques. La call girl se déhanche avec sensualité à travers une musique traditionnelle japonaise
et se déplace vers le chanceux de la bande. La geisha, à la coiffure sophistiquée, danse autour du prétendant tout en faisant des clins d'œil coquins au reste de la petite troupe tout aussi excitée. Pour Ted, la tension est à son comble et ne rate pas une miette de ce spectacle d'une grande beauté sensuelle et artistique. Le jeune homme tremble un peu, mais reste totalement envoûté par le regard très aguicheur que lui assène cette créature sublime. De plus, il est attiré par l'odeur que celle-ci dégage, une odeur impossible à décrire. La japonaise de ses rêves s'assit sur lui et baisse délicatement son kimono jusqu'à totalement voir apparaître ses seins de la taille d'un bonnet dé. Ces deux obus de chair caressent délicatement le visage de Ted, qui est obnubilé par ce qu'il voit. Tout d'abord excité, son expression change petit à petit. Son regard passe de l'étonnement à celui d'une personne en décomposition. Il est alors envahi par un sentiment étrange. En effet, quelque chose ne va pas, et il est impossible pour lui de décrire ce qui vient de se passer dans son psychisme. La musique, calme et quasi religieuse, passe à un style plus moderne, transformant l'ambiance en une atmosphère à la fois très fêtarde mais aussi très particulière. À l'arrière, toujours assis sur les canapés entourant la pièce, Stanley et Chris sont tout à coup très excités et sentent, par rapport au changement radical de l'ambiance, que les choses sérieuses vont commencer. La call girl, torse nu et au regard provoquant, fit demi-tour, marchant et laissant s'échapper derrière elle une matière visqueuse qui suit sa direction. En tournant le dos à ses admirateurs, elle laisse entrevoir un curieux tatouage symbolisant une femme araignée dans la pure tradition japonaise. Une fois face à Ted, plein de stupeur, ne bougeant pas d'un pouce, la geisha se metta à quatre pattes face à ces grands adolescents et commença à secouer la tête de manière circulaire comme si elle était en transe. Ses énormes mamelles, pendant vers la gravité, accompagnent le mouvement. Les deux excités du bulbe du fond de la pièce s'euphorisent dans cette ambiance délirante. La japonaise, au comportement tribal, commença à hurler des mots dans sa langue natale, comme si elle invoquait une force obscure, transformant la fête en une ambiance étrange et dérangeante. Son cri strident se transforma petit à petit en hurlement à la tonalité de plus en plus grave. La voix devenue démoniaque et monstrueuse paralyse les spectateurs de peur et de stupéfaction. Les lumières, qui dorénavant éclairent le podium principal et qui clignotent de manière épileptique, laissent entrevoir ce spectacle tétanisant. Le corps de la geisha commence à muter. Ses jambes et ses bras s'allongent de manière longiligne, lui donnant une morphologie proche de l'arachnide. Son cou s'étire de même jusqu'à atteindre une hauteur de plus d'1 mètre, maintenant une tête positionnée de manière totalement inversée. Les cheveux noirs de jet, suspendus par la gravité, laissent entrevoir un visage aux traits déformés et désordonnés. Les victimes sont incapables de bouger la moindre partie de leur corps, comme si leur mental était à la merci de leur bourreau. La veuve noire remue étrangement son corps et bouge tout à coup, se déplaçant rapidement sur les murs. Cet être arachnoïde s'échappe de la seule source lumineuse qui l'éclaire et s'enfuit dans les ténèbres. Ted, dont le regard est bloqué en direction du podium, désormais vide, où émane la seule source lumineuse, est alors auditivement témoin du massacre de ses amis. Des cris insoutenables résonnent derrière lui. Le bruit de l'arrachage de leur chair, ainsi que celui de leurs membres, retentit. Le jeune homme est totalement impuissant
face au massacre inhumain de ses camarades. Du bruit du mâchage au déglutissement de la bête, Ted entend le moindre détail de ce repas morbide. Après cet interminable moment, la créature marche tranquillement en direction du podium, frôlant le corps immobile et tétanisé de sa proie. Tout en se déplaçant, elle laisse traîner derrière elle des traces d'hémoglobine, ainsi que les restes organiques de ses victimes. Baignée par la faible lumière entourant le podium, la veuve se positionne face à Ted. Elle écarte ses jambes comme une porte prête à accueillir son hôte, laissant entrevoir une énorme fente, couvrant totalement le reste de son corps bizarroïde. De cette ouverture béante jaillit plusieurs toiles humides et distendues qui entourent Ted, telle une proie prisonnière d'un piège. Le corps de la victime traîne doucement vers sa fin. C'est alors, comme une libération, que Ted lâche des hurlements de plus en plus forts. Des cris qui seront étouffés par les murs capitonnés, comme le sont les multiples bruits ambiants de l'ensemble du crossover, lui-même couvert par l'ambiance infernale et protectrice du PEG.